Voilà, un petit tour d'horizon sur tout le matériel nécessaire pour animer une bonne émission de radio. Il nous faut une paire d'oreilles, il nous faut un peu de voix, du souffle, et puis pour que ça soit plus amusant et plus vivant, il nous faut un invité. Et aujourd'hui, notre invité est un invité vraiment de marque. Ça, je suis impressionné de le recevoir, je vais vous faire cette confidence. Nous le recevons pour son dernier ouvrage qui s'appelle « Il était une fois la Chine ». Un fabuleux voyage dans l'histoire chinoise par monsieur José Frêche. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais me permettre juste, j'ai mal vérifié, voyez-vous. Hop, le matériel nécessaire, c'est aussi ne parler pas trop loin du micro. Bienvenue chez nous, merci de vous être déplacé dans nos studios. Invité. Eh bien, c'est avec un grand plaisir. Nous allons évoquer donc votre dernier ouvrage que voici, que je tiens entre mes mains. Placement de produit, comme on dit. Il était une fois la Chine. C'est un ouvrage assez copieux, mais qui nous attrape dès les premières pages et on va en discuter avec vous. Avant une petite introduction, la Chine, vous le savez, on vous le répète chaque jour, nous sommes là pour ça, est une grande puissance mondiale en pleine expansion. La Chine du XXIe siècle ne peut pas être appréhendée si on ne se penche pas sur son histoire. Ça, on vous le répète, dans Encre de Chine notamment, l'héritage culturel d'un Chinois aujourd'hui, un Chinois du XXIe siècle, tire son origine de cette civilisation ancienne de plus de 4500 ans. Alors qui mieux que monsieur José Frêche, à la fois historien et conteur passionné, pour nous dévoiler les beautés, les mystères de cette histoire de Chine. C'est notre invité. Avec ce livre, José Frêche établit un pont entre nos deux mondes, nous transmettant avec son enthousiasme sur le sujet et sa simplicité, son savoir sur l'histoire et les histoires de la Chine. De la Chine archaïque au Moyen-Âge chinois, en passant par l'âge d'or ou l'empire mandarinal des Song, j'ai appris un mot au passage, c'est un fabuleux voyage dans l'histoire proposé par monsieur José Frêche. Rarement l'histoire de la civilisation chinoise fut brossée de manière aussi claire et passionnante, mesdames, messieurs. Une lecture aussi indispensable qu'attractive. On peut apprendre sans s'ennuyer, démonstration donc avec ce livre, et nous allons en faire... nous allons essayer d'en faire le tour aujourd'hui pendant cette heure que nous avons à passer ensemble. Alors, monsieur José Frêche, déjà, moi, ma première question, c'est ce titre fabuleux, qui est à la fois, effectivement, l'introduction de tout conteur. Il était une fois, 3 petits points, le sujet, et puis une référence évidente, quand on aime un peu le cinéma, un certain « Il était une fois l'Amérique ». Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est réfléchi comme ceci ou est-ce que c'est venu comme ça? Non, effectivement, il y a un côté clin d'œil dans ce titre. Mon but avec ce livre, c'est de raconter la Chine aux personnes qui ne la connaissent pas. D'accord. Moi, j'ai une conviction qui est d'ailleurs banale, mais je pense qu'il faut la redire, c'est que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut savoir ce qui s'est passé hier. On ne comprend pas la situation d'un pays, la situation d'une région, les réflexes d'un peuple, la façon dont les gens vivent, si on ne se plonge pas dans le passé. Puisqu'au fond, tout ça, ce que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui en 2019, est la conséquence de ce qui s'est passé, je dirais, depuis que l'homme est sorti d'Afrique. Hein. C'est ça. Donc, la Chine est un pays que tout le monde connaît de nom maintenant, c'est évident. Le pays le plus peuplé du monde, le pays qui actuellement est en train de livrer une bataille homérique avec les États-Unis, 2 grandes puissances, une puissance d'1 milliard presque et demi d'habitants, la Chine, et la puissance américaine qu'on connaît. La Chine a toujours fait un peu peur en Occident. Je ne parle pas du péril jaune, hein, ou des mythes comme ça qui traversent elle fait peur par sa des grosseur, fantasmes, par sa grosseur. L'inconnu, on ne sait pas trop, même si on voit de plus en plus de Chinois, puisque je crois que les Chinois sont en train de devenir la première population touristique en France. C'est déjà le cas d'ailleurs aux États-Unis tout récemment. Et donc, évidemment... On connaît mieux sa population que le pays lui-même. Absolument. Et donc, pour comprendre ce qui se passe en Chine aujourd'hui, en sachant que la Chine, c'est le pays qui va peser le plus dans l'histoire de l'humanité dans les années à venir. Tout simplement parce que c'est le pays le plus peuplé,
Et donc, forcément, de facto, c'est celui qui, entre guillemets, pèse le plus lourd dans la balance. C'est parce que c'est un pays qui s'est ouvert, alors que pendant des millénaires, c'est un pays qui était enfermé dans la Grande Muraille. Je l'explique dans mon livre. Donc, la Chine s'est ouverte au monde. Elle a pris conscience des responsabilités qui sont les siennes, à la fois en matière environnementale, mais également en matière économique et en matière stratégique, puisque la Chine devient une grande puissance militaire. Et en tout cas, c'est son souhait de l'être. Donc la Chine devient un acteur majeur, probablement l'acteur majeur dans la décennie qui va venir. Et donc, le but que je me suis donné en écrivant ce livre, c'est faire comprendre aux personnes qui s'intéressent à la Chine d'aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on en est là, et donc raconter la Chine d'hier, la Chine millénaire, en sachant que la Chine aujourd'hui est à la fois un pied dans l'avenir, c'est un pays branché, entre guillemets, c'est un pays connecté. C'est un pays qui invente aussi. C'est un pays qui invente, c'est d'ailleurs un des pays les plus connectés du monde aujourd'hui. Oui. Mais c'est également un pays qui a gardé ses traditions, je dirais ancestrales. Et des codes aussi. Et des codes, même si, évidemment, comme tous les pays, comme nous, elle est en train petit à petit de basculer plutôt dans l'avenir que de se raccrocher au passé. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de jeunes Chinois qui connaissent pas forcément très bien l'histoire de leur pays, un peu comme chez nous. Bon. Les jeunes occidentaux, oui, tout parce que l'humanité est ce qu'elle est et que les hommes et les femmes évoluent tous dans la même façon, quelle que soit leur langue et quelle que soit la latitude sous laquelle ils vivent. Bon. Oui, bien sûr. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que pour bien comprendre, encore une fois, ce qui se passe et ce qui se passera demain, il faut raconter la Chine d'hier, et en particulier, il faut faire comprendre, je pense, la clé de toute l'histoire de la Chine, la clé de ce qu'est la Chine aujourd'hui, qui est sa démographie. La Chine a toujours été le pays le plus peuplé du monde. Toujours. Toujours. D'ailleurs, si ça n'avait pas été le cas, elle ne le serait pas aujourd'hui, puisque la démographie, c'est quand même quelque chose qui s'étale dans le temps. Qui s'étale dans le temps et qui est cumulatif. Bon. Donc, c'est vrai qu'il y a, mettons, 10 000 ans, dans la boucle du fleuve jaune, du fleuve le Huanghe, le fleuve du nord de la Chine, il y a eu sédentarisation de populations nomades, puisque à l'époque, la planète était peuplée uniquement de populations nomades qui n'avaient pas encore inventé l'agriculture. Cueilleurs, chasseurs. C'est ça. Voilà. Et puis, dans cet endroit, pour des raisons alors qui sont... Personne ne saura exactement élucider, mais en tout cas, dont la conséquence est que il y a eu sans doute moins de mortalité infantile. Et donc, il y a une population, qui est la population Han, puisque c'est toujours les Han, qui se sont sédentarisés parce qu'ils devenaient trop nombreux pour continuer à être chasseurs-cueilleurs. Ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et donc, une population nombreuse qui prend très vite conscience du fait que quand on est nombreux, il faut s'organiser. Il faut s'organiser de manière autoritaire. Parce que si on ne s'organise pas de manière autoritaire, quand on est nombreux, on commence à se bagarrer, il y a du désordre. Les cueilleurs... Ça, c'est quelque chose de très humain, d'ailleurs. Très humain. Les chasseurs-cueilleurs extérieurs peuvent venir vous piller, puisque vous êtes obligé quand même de cultiver. Si vous cultivez la terre et que vous élevez des troupeaux, vous êtes obligé d'avoir des greniers. Il faut protéger les troupeaux d'abord des prédateurs, comme les loups. Je vous coupe un instant pour vérifier juste une information que j'ai lue je ne sais où. L'être humain est fabriqué de cette façon, c'est-à-dire qu'au-dessus de 150 personnes, si je me souviens bien, le clan se disloque, c'est-à-dire ça devient un peu l'anarchie. C'est le au-dessus clan de 150, se disloque et il y a des risques de conflits. Et des risques de conflits. Et des risques de conflits. Donc, ces Han ont pris très vite conscience de la nécessité de s'organiser. Donc, organisation d'une société pyramidale. Oui. Avec un chef
qui est l'empereur, le roi, le prince, comme on veut, et qui est aujourd'hui d'ailleurs le chef du Parti communiste. Hein. Donc on reste dans la structure pyramidale. C'est pour ça que c'est très important de dire ça. Parce que la Chine, de ce point de vue-là, est restée fidèle à son modèle de base. À son modèle de base, qui est cette organisation à cause du poids démographique. Et une fois qu'on a dit ça, je dirais, on a presque tout dit. Hein. On a presque tout dit, parce que nous... Si on compare à l'histoire des pays comme la France ou des pays européens, nous sommes des pays vides, nous sommes des pays très peu nombreux. La France commence à devenir un pays où la démographie pèse à partir du moment où elle fait 50 millions d'habitants. Et nous, entre-temps, malheureusement, on avait eu la guerre de 14, qui a été une catastrophe, parce que le pays a perdu plus d'1 million d'hommes en âge de procréer à ce moment-là. Donc ça a été une saignée démographique considérable. Et nous étions une base démographique beaucoup plus faible, évidemment, que la base chinoise, qui à l'époque était déjà de plus 150 ou 200 millions de personnes. Bon. Et donc nous sommes des pays vides, donc nous n'avons pas eu ce problème démographique à gérer. Peut-être que nous allons l'avoir d'ailleurs, parce que maintenant... Nous commençons à devenir beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, les frontières ne sont pas extensibles. Et, absolument. Et d'ailleurs, si les gens disent aujourd'hui, mais la France n'est plus ce qu'elle était, etc., mais c'est tout simplement qu'aujourd'hui, la France, c'est 67 millions d'habitants, alors qu'il y a 15 ans, c'était 50 millions d'habitants. Donc ça change tout. Forcément, les problèmes ne sont pas les mêmes. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a des problèmes de cohabitation, il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de chômage, des problèmes de pollution, etc., etc. Voilà. Et donc, pour revenir à la Chine, les Chinois se sont organisés sur ce mode-là et ils sont restés fidèles à cette organisation en sachant que l'idéologie, c'est-à-dire la philosophie chinoise, et en particulier, si on parle de philosophe chinois, on va parler de Confucius. Qu'est-ce que c'est que Confucius ? Eh bien, c'est une morale sociale qui théorise justement cette nécessité d'être organisé, d'être soumis à une autorité, pour qu'il y ait une harmonie générale et que le vivre ensemble puisse se concrétiser et exister. Voilà, si vous voulez, très concrètement, un des exemples pour lesquels il me semble nécessaire de revenir à ce problème de la démographie. Alors c'est très intéressant votre approche parce que j'ai pas beaucoup de voyages en Chine à mon actif, mais dans mes conversations avec le monsieur, madame, tout le monde, c'est ce qui m'a été répété. À chacune de mes questions de français, ça vous embête pas d'être un peu surveillé, etc. Ma réponse a été toujours la même, que ce soit avec un jeune homme de 25 ans ou une personne de 50 ans. Le nombre, Olivier, nous sommes nombreux. Le nombre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans la conscience de chacun aujourd'hui en Chine, dans l'esprit de chaque Chinois. Absolument. Et ça, si vous voulez, c'est un réalisme. C'est une société qui sait que si elle sort du modèle qu'elle a, elle court de très très grands risques. Elle court des risques de dislocation, de chaos généralisé. Vous imaginez le chaos généralisé dans une société d'1,4 milliard de personnes. Ça deviendrait très vite quelque chose d'insupportable, y compris d'ailleurs pour nous, pour nous autres Européens occidentaux. C'est clair. Ingérable. Bon. Je dirais, je vais peut-être choquer certains auditeurs, mais je dirais que nous avons intérêt à ce que la Chine continue dans le modèle politico-économique qui est le sien aujourd'hui, où il y a effectivement une autorité, donc des mots d'ordre qui peuvent être appliqués, c'est-à-dire que je pense, c'est pour ça par exemple qu'il est probable, même sûrement, que la Chine sera le pays où il y aura le plus de voitures électriques, parce que pour imposer la voiture électrique dans des grandes villes, il faut l'imposer aux citoyens, il ne faut pas lui donner le choix. Si vous donnez le choix aux gens de rouler en essence ou en électrique, ils iront vers le moins cher. Si vous voulez qu'ils roulent électrique, vous êtes obligé d'édicter un mot d'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui, en Chine, est accepté, alors que chez nous, ça n'est pas accepté. Exactement. Là, vous avez bien synthétisé un certain nombre de faits d'actualité d'aujourd'hui. Absolument. À travers, justement, cette organisation pyramidale, elle est vraiment à la base, à l'origine. Elle est à l'origine. Elle apparaît très rapidement. Dès qu'il y a cette organisation sociale pyramidale avec une répartition des tâches, il y a ceux qui défendent, donc les soldats, l'armée, ceux qui cultivent, les paysans, ouais. Ceux qui régulent, entre guillemets, donc ça c'est
les ancêtres des mandarins qui font les codes et qui font les lois, et avec un système d'écriture qui est également une caractéristique de la Chine, une langue qui est une langue d'idéogrammes et qui n'est pas une langue alphabétique, et dont le résultat est qu'elle est très difficile à appréhender pour l'écriture, et donc elle est réservée à l'élite. Oui. Et donc cette élite qui régule la société vit en vase clos, elle écrit les lois que uniquement les gens qui savent lire peuvent lire, mais néanmoins qui peuvent être transmis oralement, car évidemment la langue orale, elle est partagée par l'ensemble de la population. Donc vous voyez, tout ça est également l'une des conséquences de l'organisation sociale à cause de ce poids démographique. Qui est celle d'aujourd'hui. Évidemment avec une Chine qui sait... À la différence près qu'aujourd'hui, les gens... il n'y a pas la différence qu'il y avait à l'époque où je vous parle entre la langue écrite et la langue parlée, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un chinois qui est à la fois un chinois écrit, un chinois parlé, et qui est accessible à l'ensemble de la population. Moi, je vous parle d'une époque où la langue écrite n'était pas accessible, même lorsque l'on lisait un texte écrit, à quelqu'un qui n'avait pas appris à lire. Il fallait transposer en langue parlée. En langue parlée. Il y a une langue qui était accessible à la population. C'est les fameux rouleaux, c'est ça? Oui. Vous pouvez expliquer ce que c'est rapidement? Alors, si vous voulez... Si je le fais moi, ça va être moins bien, donc, forcément. Les idéogrammes, alors d'abord, les idéogrammes, c'est les signes, c'est les dessins. Donc, c'est une langue qui commence par dessiner la réalité. Donc, une maison, on va représenter une maison. Un homme, on va faire deux jambages. Le ciel, on va faire un homme sous une espèce de toit en double. Et donc, peu à peu, ces éléments qui sont des éléments factuels deviennent des éléments symboliques, comme dans toute langue. Cette façon d'écrire et donc de penser fait qu'il faut énormément d'idéogrammes pour rendre compte de la réalité. Oui. Donc on arrive jusqu'à 20, 30 000 idéogrammes dans certains dictionnaires parce qu'en permanence, on recense les idéogrammes. On peut inventer un idéogramme. La seule chose, c'est qu'ensuite, il faut le mettre dans un dictionnaire pour qu'il soit en quelque sorte référencé sur une étagère et qu'un lettré puisse, une fois qu'il l'a appris par cœur, le comprendre et ensuite le reproduire. Donc tout ça fait que le mécanisme de la langue est un mécanisme extrêmement sophistiqué et compliqué, qui est d'ailleurs, ce mécanisme a été un obstacle à la compréhension d'abord de la Chine par ceux qui n'ont pas les idéogrammes, donc par les occidentaux et les non-chinois, et également inversement par les Chinois des langues alphabétiques. Petit exemple, lorsqu'il y a eu la guerre de l'opium, à la fin du 19e siècle, l'un des gros problèmes auxquels ont été confrontés à la fois les empereurs mandchous, puisqu'à l'époque ce sont les mandchous qui dirigent la Chine, et les puissances occidentales, c'est que les Chinois ne comprennent pas ce que disent les Occidentaux ou les traités que veulent leur imposer les Occidentaux, et réciproquement, les Occidentaux ne comprennent pas toujours ce que les Chinois leur répondent et ce qu'ils leur écrivent. Donc il y a un problème comme ça d'ajustement très longtemps entre la Chine et le reste du monde. Aujourd'hui, ces problèmes ont été parfaitement calés. Il n'y a plus de problème d'ajustement au niveau de la langue entre ce que nous disons, nous, qui ne sommes pas chinois, et ce que disent ou pensent les Chinois. Oui, et merci à ce niveau aux petites applications qui font bien leur job. Bien entendu. Parce que ça reste quand même une langue, je ne vais pas dire compliquée, complexe. Ça reste une langue complexe et ça reste une langue difficile à apprendre, parce qu'il faut, en tout cas pour l'écrire, il faut apprendre les idéogrammes. Ensuite, pour bien écrire les idéogrammes, il faut les calligraphier. Donc la calligraphie, ça n'est pas uniquement pour faire joli, mais c'est que lorsqu'on écrit un idéogramme, il faut écrire les traits dans un certain sens, avec un pinceau, à l'encre de Chine. Donc c'est du charbon dilué dans de l'eau, mais avec un geste tout à fait particulier qui nécessite un long apprentissage. Là aussi, mettre des obstacles pour éviter que qu'on puisse avoir accès à l'écriture facilement. Tout ça a été voulu et pensé. Et ensuite, de fil en aiguille, la calligraphie devient un art, parce que comme c'est quelque chose de technique et de complexe, et que finalement, ça revient à faire un dessin. On trace quelque chose sur une feuille, et donc à ce moment-là, l'artiste calligraphe
va écrire à la fois un caractère, mais il va l'écrire d'une sorte avec soit des styles différents, il y a plusieurs styles de caractères, un peu comme nous, on a des caractères d'imprimerie et des caractères cursifs. Bon. Donc en Chine, il y a plusieurs styles de calligraphie. Différentes polices, on peut le dire comme ça. Différentes polices. Et donc, la calligraphie est un art, comme la peinture. Et donc, il n'y a pas de solution de continuité entre la peinture et l'écriture en Chine. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous avez des peintures chinoises sur des rouleaux, qui sont souvent des peintures de paysages de haut en bas, eh bien vous avez à côté des poèmes. Et souvent, les poèmes sont évidemment rédigés par le peintre. Et les plus grands peintres et les plus grands peintres chinois, de l'époque Song, ce qu'on appelle le Moyen-Âge chinois, entre le 10e et le 12e siècle de notre ère, sont également des très grands calligraphes. Donc, vous voyez, tout ça, c'est imbriqué. C'est imbriqué, et ça, c'est quelque chose pour un occidental, n'est pas commun. Vous voyez, nous, on a des peintres. Et puis ensuite, oui, tout à fait. On a des scribes. Oui. En Chine, il y a à la fois le peintre calligraphe. Le peintre calligraphe. Et j'étais en train de réfléchir parallèlement, parce qu'en fait, l'exercice à la fois difficile, mais qui nous permet de comprendre, je parle Occident, c'est de faire ces parallèles au niveau de l'histoire sur le même temps. Nous, on en était où au niveau de... Quand est-ce qu'est arrivée l'imprimerie? Quand est-ce qu'est arrivé nos fameux caractères, etc. Bien après. Bien après. Et ça, si vous voulez, alors il y a eu d'ailleurs énormément d'ouvrages qui ont été écrits à ce sujet. La Chine a inventé énormément de choses avant l'Occident. D'ailleurs, le grand historien anglais Joseph Needham, qui était un sinologue anglais qui était professeur à Oxford, a écrit un ouvrage qui s'appelle Science et civilisation en Chine, oui. Science and Civilization in China, en plusieurs volumes, où il a recensé toutes les inventions faites par les Chinois et vers quelle époque. Et ensuite, il a expliqué comment les Chinois, par exemple, lorsqu'ils ont inventé la poudre, ils s'en servaient pour faire des feux d'artifice. Voyez. Et donc, comme ça, c'était pour faire la fête, pour les pétards, etc. Et nous, ensuite, la poudre est arrivée en Occident par les Arabes, par les marchands arabes. Et bien, nous, qu'est-ce qu'on a fait très vite? On a fait de la poudre à canon. On a fait on a transformé ça en armes de guerre. C'est ça. On est parti de la distraction à l'origine pour arriver... Voilà. Donc, si vous voulez... Needham met en évidence le fait que... Alors, peut-être... C'est une affaire très complexe. Pourquoi est-ce que la Chine n'a pas utilisé la poudre explosive pour faire des armes de guerre? Vous avez la réponse? Alors, il y a un faisceau de réponses. D'abord, la Chine, ce que je vous disais au début, à l'intérieur de la Grande Muraille, oui. L'Empire du Milieu, Zhongguo, le pays du centre, qui s'estime au centre du monde, centre de gravité du monde, et qui ne se préoccupe pas trop de ce qui se passe à l'extérieur. Très occupé justement à maintenir la cohésion sociale en interne, on se protège de l'extérieur, et puis on ne veut pas trop savoir ce qui se passe. À l'extérieur, en général, d'ailleurs, c'est plutôt des pillards, il y a des peuplades nomades comme ça qui viennent essayer de piller, donc on va se protéger, qui ont un degré de culture et de civilisation bien inférieur, donc que les Chinois regardent un petit peu de haut, vous voyez. Bon. Et donc comme ça, on reste à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Donc, on n'a pas envie d'aller conquérir tel pays extérieur. Puisque ce sont des dangers potentiels. Voilà. Et puis, on a suffisamment à faire à l'intérieur. Et donc, on ne va pas faire, par exemple, comme ont fait les Russes, aller conquérir la Sibérie, alors que les Chinois auraient pu le faire. Conquérir la Sibérie, puisque la Sibérie, ça jouxte de la Chine. Bon. La Chine est restée comme ça dans son précaré, si j'ose dire, à l'abri de la Grande Muraille. Bon. Protégé de l'extérieur, mais également s'interdisant d'aller à l'extérieur. Oui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, c'est la notion de rite, la notion de rituel. Bon. Donc quand on dit les pétards, c'est pour faire la fête, oui, c'est pour faire la fête, mais parce qu'il y a des rites. Parce qu'on le fait pour des fêtes qui sont des fêtes rituelles. Il y en a une qui se présente dans quelques jours. Il y en a une qui se présente, l'année du cochon, le nouvel an chinois, donc les pétards, le culte des ancêtres. Donc tout ça est ritualisé
Et les pétards servaient à faire fuir les mauvais esprits, c'est bien ça. À faire fuir les démons, mais démons, si oui. vous voulez, on reste dans le rituel et dans le rapport entre l'homme et le surnaturel et ce qui l'entoure. Bon. Et donc, et on reste assez prisonnier de ça. Voyez, et donc, on se contente de ça. Et donc, alors que nous autres occidentaux, on va tout de suite se dire, ah ben ça explose. Ah ben tiens, ça va servir à faire partir un boulet d'abord en pierre dans un canon et on va pouvoir comme ça percer la coque d'un navire ou percer une porte d'une forteresse. Voyez. Donc, différence de mentalité entre nous autres très utilitaristes et les Chinois qui sont plus dans leur rituel, qui ont inventé déjà, donc non seulement la poudre à canon, mais énormément de choses. Ils ont inventé, par exemple, les puits de pétrole, les puits de schiste bitumineux. Alors ça, je ne savais pas. Trouve, bien sûr, qu'on trouve déjà vers l'an, même sous les Han, hein, donc tout au début de notre ère. Bon, ils font des trous. Mais pour extraire le pétrole ? Pour extraire le pétrole, les schistes bitumineux, tout à fait. Ils ont inventé la clepsydre, hein, l'horloge à eau. Oui. La boussole aussi, il me semble. La boussole. On dit également, mais je pense que c'est vrai, qu'ils ont inventé la brouette. Ce qui est un peu normal, parce que l'invention suppose de ne pas être nomade, d'avoir un peu de temps pour penser, hein. Pour réfléchir, pas uniquement pour se nourrir et pour survivre. Donc, pour avoir un certain niveau intellectuel, il faut déjà être sédentaire. Et comme ils se sont sédentarisés en premier, des siècles avant les autres, si ce n'est pas des millénaires avant nous. Hein. Bon. Donc, ils ont pu inventer, parce qu'évidemment, ils ont les mêmes neurones. Hein. Donc, c'est vraiment le point de départ, excusez-moi, je vous coupe, le point de départ, c'est une sédentarisation avant les antérieure à celle de l'humanité, des autres Ça, c'est une des premières clés pour comprendre non, mais je dirais c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé de base. Et à partir de là, tout découle de là. Vous voyez, tout découle de là. Donc, donc ce goût pour les rituels, ce goût pour les choses immuables qui doivent être reproduites, parce que ça aussi, si vous voulez, c'est un des legs de Confucius. Donc, on reproduit. Pourquoi on reproduit ? Parce que reproduire ce qui a été fait avant, c'est respecter l'autorité d'avant. D'accord. Donc, c'est respecter le passé. Donc, on reste, justement, il ne faut pas changer. On reste dans la même ligne, on reste sur le même sillon, justement pour ne pas rentrer dans des chaos ou dans des... pour pas s'éparpiller. Et puis aller comme ça vers des choses qu'on ne connaît pas, c'est dangereux. Donc grande prudence et donc grand goût pour les rituels. Voilà. Parce que toujours un rapport au nombre. Comme vous rapport au nombre et aversion pour le chaos. D'accord. Donc, que dois-je faire pour éviter le chaos ? Donc me soumettre à l'autorité, considérer que la collectivité doit passer avant l'individu, etc., etc.